merci d'être présent aujourd'hui. Alors moi, je me suis pas mal questionnée, je suis étudiante en sociologie d'expérience, et je me suis pas mal questionnée sur le rapport entre les entreprises et la low-tech. Et donc aujourd'hui, on a organisé avec l'option une table ronde justement sur ce sujet-là, donc l'intitulé de tableau, quelle transformation dans le monde de l'entreprise pour plus de robustesse. C'est très mystérieux comme intitulé, et ça pose plein de questions, ça en soulève plein d'autres. Donc on va parler aujourd'hui d'entreprise. Et donc aujourd'hui avec moi, j'ai donc Clémence Pétillon, Émilie Le Chevalier, Élise Auters et Manon de la Conserverie Fourmi. Pardon, Bon, qui vont se présenter à vous, et puis ensuite on commencera l'échange. Bonjour à tous, je suis Manon Robert, je suis artisane conserveuse et cofondatrice avec Quentin Monconjoint de la conserverie Fourmi. Fourmi, c'est une micro-conserverie végétale bio et low-tech basée à Saint-Grégoire à côté de Rennes, en Bretagne. Notre particularité, c'est qu'on a développé le savoir-faire de la pasteurisation solaire à l'aide d'un outil développé par Lightfire qui s'appelle un concentrateur solaire. Fourmi, à 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, on a créé la structure en janvier 2024. Et pendant 1 an et demi, on a mené notre innovation, notre expérimentation pour mettre au point nos process et pour faire en sorte que nos process puissent respecter la réglementation dans notre métier de conservation. Voilà, ce que nous a mis en mouvement, c'était vraiment de pouvoir participer à notre échelle à la résilience alimentaire locale. Et du coup, on a une principale activité qui est celle de transformer, on fait la transformation à façon, c'est-à-dire qu'on prend des légumes, des grains léchés, on transforme leurs légumes en bocaux et ensuite c'est eux qui les récupèrent et les vendent dans leur circuit. C'est vraiment l'idée, c'était vraiment de partager la valeur de la consommation alimentaire. On a une deuxième activité qui est du coup la fabrication et la vente de bocaux en circuit court. Et enfin une troisième activité qui est une activité de transmission. On a mis des stages d'initiation à la conservation auprès du grand public. Voilà, pour rediffuser le savoir-faire de la conserverie à la maison. Donc là, il n'y a pas d'outils solaires ou low-tech en question, c'est vraiment de la transmission de savoir-faire. Bonjour, je m'appelle Émilie Le Chevalier, je suis la créatrice de la chaîne YouTube Vibrolotech, sur laquelle je fais des interviews de porteurs et porteuses de projets dans la low-tech. Donc ça m'amène à rencontrer des personnes très différentes, des personnes qui sont artisans solaires comme nous, qui sont concepteurs de véhicules légers intermédiaires, qui sont responsables d'associations qui diffusent la démarche LUDEC en France. Et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'était de montrer un peu des exemples réussis de bifurcation pour montrer que c'était possible et montrer un peu le chemin à ceux qui avaient envie aussi. Je posais un peu la question de et si je quittais mon boulot, ça ne fait plus sens pour faire autre chose. Et j'ai fait le choix de ne pas monétiser mes vidéos. C'est-à-dire que je n'ai pas de publicité mise par YouTube sur une vidéo. Donc c'est pas comme ça que je me rémunère. En fait, c'est un autre moyen, plus loin. En réalité, un tout petit pourcentage des personnes qui regardent mon contenu deviennent mes clients. Parce que je fais de la formation et de l'accompagnement à la communication pour les associations et entreprises qui souhaitent contribuer à la redirection écologique de notre société. Et donc, voilà, se pose la question de comment on fait pour répondre à nos besoins sans dépasser le limite planétaire. Et je les accompagne sur leur sujet de communication, parce que en fait, on s'intéresse à ces sujets-là, on peut difficilement utiliser les outils comme classiques du marketing tel qu'on connaît, tel qu'on subit aujourd'hui. Et donc ça m'a amené à développer une méthode en fait, pour les accompagner, pour trouver une manière de communiquer qui sera alignée avec les valeurs qu'ils défendent. Et voilà. Et c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, parce que aussi ça questionne comment est-ce qu'on se rémunère et comment on finance tous ces métiers de la transition, tous ces métiers de l'après.
Et même si je tire le film, peut-être ça me questionne sur à quoi va ressembler les acteurs de l'économie de la bourse de croissance. Et ça, je trouve que c'est un sujet passionnant. Moi, Clémence Pétillant, je travaille chez Decathlon, dans mon post-croissance, rencontre des troisième types. Moi, j'ai été diplômée de cette école centrale Nantes en 2019. J'ai rejoint Decathlon en stage de fin d'études sur l'éco-conception de vélos. J'ai fait l'option Mathé Pro. Voilà. J'ai été en stage en éco-conception de vélos et j'ai ensuite rejoint le service développement durable il y a 3 ans sur les trajectoires environnementales. En fait, l'objectif, donc il faut savoir que chez Decathlon, on est une centaine, on est 100 000 collaborateurs chez Decathlon et il y a une centaine de personnes, on va dire, en services centraux qui s'occupent à 100% des enjeux environnementaux, de comment est-ce qu'on fait pour réduire les impacts environnementaux de l'entreprise. Et moi, je travaille sur les stratégies et les trajectoires. L'objectif, c'est de se dire qu'est-ce que nous dit la science, comment est-ce qu'on est capable de traduire, comment est-ce qu'on prend les standards qui existent, parce qu'on n'est pas des experts scientifiques, mais comment est-ce qu'on utilise les connaissances que l'on a à disposition, comment est-ce qu'on utilise les standards disponibles pour en fait se fixer des objectifs qui soient en cohérence avec les limites planétaires telles qu'on les connaît dans l'état scientifique que l'on connaît et donc les évolutions de méthodologie de tous les jours. Et ensuite, on compare ça aux actions qui sont mises en place. Donc l'objectif, c'est de se dire quelles actions on sait faire chez Decathlon et où est-ce que ça nous amène dans le futur en se projetant à, pendant 2026, 2030, 2040, 2050. Decathlon a 50 ans cette année. Comment est-ce qu'on fait pour que Decathlon soit robuste et vive encore pendant 50 ans? C'est une très très bonne question. Sans transition. Donc moi je m'appelle Élise Panchot-Terce et je suis la co-dirigeante de CPM Industrie, qui est une entreprise de sous-traitance industrielle spécialisée dans la transformation du métal. Donc moi l'empreinte carbone, c'est un peu mon quotidien puisque transformer le métal est probablement une des activités les plus polluantes sur cette planète. En revanche, j'ai la chance de travailler le métal qui est quelque chose de robuste et durable. Et cette entreprise, je travaille dedans depuis 26 ans, je la connais par cœur. C'est une entreprise familiale que j'ai repris avec mon frère il y a 12 ans. Et quand on l'a reprise, on avait déjà tous les deux une forte sensibilité aux enjeux environnementaux. Et le premier réflexe d'un entrepreneur, il est de décarboner son outil de production. Mais arriver à un net zéro est quelque chose d'absolument impossible. Donc la question, elle tourne autour de qu'est-ce qu'on fabrique et quel est notre impact et qu'est-ce qu'on en fait cet outil de production. Et est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre au service des enjeux de la transition? Et donc la première action forte qu'on a conduite a été de travailler sur des outillages mécaniques. Et donc on a ouvert un bureau d'études. Donc aujourd'hui on a toute une chaîne complète d'ingénierie et de fabrication d'outils spécifiques. Et donc on offre des solutions pour les industriels qui sont durables, qui sont réparables, sans obsolescence, le moins d'automatisme possible pour permettre à nos clients de pouvoir en avoir le plein usage et d'être autonomes sur la maintenabilité. Et puis assez naturellement, on a rencontré dans notre écosystème des gens qui partageaient notre sensibilité et notamment des personnes très impliquées en matière de low-tech. Et dans les années 2020, on a commencé à travailler sur un sujet de four à concentration solaire. Et ça a été pour nous une vraie révélation de pouvoir travailler sur un projet où on avait un impact et on pouvait mesurer, parce que moi je dirais j'ai une entreprise et donc les chiffres c'est un peu mon quotidien et j'ai besoin de mesures et j'ai besoin de cadres pour pouvoir mesurer l'impact que mon entreprise elle a. Et là, on a réalisé le bilan carbone de ce produit et on a réalisé qu'on pouvait, en concevant bien, en concevant durable, avoir une action forte pour notre territoire. Donc on est allé plus loin dans la démarche et donc on a créé Labeltech, qui est une société de professionnalisation des low-tech, puisque le constat est quand même sans appel. La low-tech reste une niche qui n'est pas du tout inclusive, plutôt exclusive, puisqu'elle ne s'adresse qu'à des gens qui savent faire, qui détiennent, et on en a beaucoup parlé ce matin à la table ronde, la capacité à transformer de ses mains. Donc il faut être outillé, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir du temps pour pouvoir faire.
Et l'objectif, il était de pouvoir fabriquer des low-tech selon un référentiel industriel qui répond à des normes assurantielles, à des normes réglementaires, à une certification CE, et de pouvoir peut-être un peu plus rendre la low-tech un peu plus accessible, et puis surtout plus diffusable, et de passer à l'échelle, parce qu'il est bien là l'enjeu en fait. On ne peut pas imaginer une société dans laquelle on va produire des trains et des tramways en mode low-tech. Moi, je ne monte pas dans un train low-tech, clairement. Et donc, l'objectif, il est de pouvoir s'appuyer sur un tissu industriel territorial qui répond à des besoins territoriaux, un tissu industriel régional qui répond à des besoins régionaux, et s'appuyer aussi sur des gros industriels, parce que ce n'est pas un gros mot, qui ont un référentiel réglementaire, une technologie dont on a besoin dans notre société aujourd'hui. Et on ne doit pas opposer tout ça. Et l'objectif, je crois, de la connexion de l'entreprise à la low-tech, il est de ne pas créer, de ne pas mettre en opposition le dogme de la low-tech, et surtout de ne pas en faire un dogme, mais que ça reste bien une démarche, et que celle-ci, elle puisse s'inscrire aussi bien dans une grande entreprise comme Decathlon, qui a une démarche clairement sincère, parce qu'affecter 100 personnes, moi je mesure ce que c'est dans une entreprise à l'économie responsable, c'est un signal fort. Ça ne veut pas dire que tous le font, il ne faut pas non plus être naïf. Et à l'échelle d'une PME, on peut le faire aussi, et il faut qu'on arrive à se parler, parce que si on n'autorise pas la discussion entre tous ces mondes, on n'avancera pas, et la low-tech ne se diffusera pas. Merci à toutes les quatre pour cette introduction. Alors, on l'a dit ce matin dans notre discours d'ouverture, mais je vais le répéter quand même. On est dans un système aujourd'hui qui est hyper productiviste et surconsumériste. Et donc, c'est un système qui est hyper compliqué quand on a en tête des limites planétaires, des ressources qui sont finies. Et le truc, c'est que beaucoup d'entreprises sont impliquées justement dans cette production et dans ce besoin de consommation. Du coup, moi, la première question que je vais vous poser à toutes les quatre, c'est pour vous, quels vont être les avantages ou les inconvénients entre créer une entreprise du coup, qui essaierait de sortir, peut-être de s'extraire un peu de ce système, de lancer quelque chose de nouveau, ou essayer de changer d'entreprise de l'intérieur. Et est-ce que ces deux modèles sont compatibles? Voilà, vous avez toutes les quatre des expériences différentes. Je pense que vous pouvez toutes les quatre répondre différemment et de manière pertinente. J'ai le micro, alors je vais commencer. Alors, je crois que c'est très difficile de transformer son entreprise. La conduite du changement est probablement le processus qui nécessite, en tant que chef d'entreprise, le plus de résilience. Il faut beaucoup de patience. C'est énormément de pédagogie. Moi, quand j'ai commencé à parler de low-tech au sein de mon entreprise, déjà j'ai 99% de mes collaborateurs qui ne savaient pas ce que c'était et qui ne l'ont pas vu comme un vecteur économique. Qu'est-ce qu'un collaborateur il attend dans une entreprise? C'est de la sécurité, avant tout. C'est la sécurité de son emploi, c'est d'avoir son salaire à la fin du mois. Et si je lui parle de low-tech, il ne se sent pas en sécurité. Si je lui dis qu'on va faire un outillage pour Air France, là il se sent en sécurité. Sauf que moi c'est le reste de mon jeu. Et si je veux transformer mon entreprise, en tout cas, je peux continuer à faire mes outillages pour Air France si j'en ai envie en réalité. Mais en tout cas, c'est pas la stratégie, donc c'est bien l'industrie, elle veut prendre comme chemin. Et donc clairement, on doit inculquer cette culture et c'est passé notamment par toute la difficulté de montrer que la low-tech, c'était pas que du bricolage de garage, c'était de la technologie simple, résiliente, durable. Et ça passe par un message qui est répété et ça passe surtout par des faits. Il a fallu qu'on produise, qu'on ait des clients sérieux, crédibles, et qu'on ait un vecteur de chiffre d'affaires et que derrière j'ai des collaborateurs qui produisent et qui travaillent sur ces sujets-là. Alors, ce qui est absolument incroyable, c'est le sens que l'on donne quand on confie un projet low-tech à un collaborateur. Typiquement, on a développé via la Beltech un Rocket Stove, donc qui est un poêle pour la cuisson alimentaire à destination des traiteurs et des restaurateurs. Le chaudronnier qui a travaillé sur ce projet-là, outre le fait que techniquement c'était super intéressant, il est reparti à l'issue de ce projet, ce chaudronnier, en ayant fait quelque chose d'extrêmement concret, beaucoup plus que quand il fabrique une hélicoïde qui va sur une machine à souffler les bouteilles plastiques.
Et le soir, en dînant avec ses enfants, il a quelque chose à raconter. Et en plus, l'avantage, c'est qu'en général, on autorise même à ce qu'ils prennent une photo et qu'ils puissent le montrer. Et là, on donne du sens. Après, derrière, s'il n'en voit pas pendant 10 ans et que ce n'est pas quelque chose d'occurrent et qu'on ne crée pas la crédibilité business, nos collaborateurs vont vivre comme quelque chose d'un peu marginal. Mais après, c'est aussi une forme d'exemplarité du dirigeant. Il faut que derrière, on mette en place aussi toutes les conditions favorables pour montrer qu'on est dans une démarche environnementale forte. Et c'est ça aussi la conduite du changement. Et donc je pense que partir avec un projet tout nouveau sur lequel il y a une forte résilience, c'est quelque chose qui se fait bien si on l'incarne. C'est beaucoup plus difficile quand on part d'un outil existant et qu'il faut l'accompagner sur une transformation complète de l'organisation et pas que dans la typologie de projet, mais il y a également la configuration à une typologie de clientèle. Parce que évidemment, la concentration solaire, quand on l'a développé, notre client c'était un boulanger torréfacteur. Les clients avec lesquels je travaille habituellement sont des industriels, des acheteurs de groupes industriels. On n'a pas le même relationnel. Donc c'est énormément d'enjeux humains qui nécessitent beaucoup de temps pour qu'on s'adapte, mais c'est extrêmement enrichissant. Et puis quand ces projets-là commencent à prendre de l'envergure, la crédibilité s'installe et là on emmène l'équipe. Mais c'est beaucoup de patience. Je suis vraiment d'accord avec Élise dans le sens où c'est plus simple humainement de créer une entreprise de toutes pièces à partir de valeurs low-tech notamment, ce qui a été notre cas. En fait, quand on est plusieurs créateurs qui démarrent un projet, on a les mêmes visions, on a les mêmes valeurs, c'est beaucoup plus simple pour aller vers un même cap. S'il y a d'autres personnes qui ont l'entreprise, elles adhèrent à une culture d'entreprise aussi. Quand la structure elle change de l'intérieur, les salariés qui sont rentrés au sein de l'entreprise d'une certaine culture, une certaine vision, elles peuvent avoir du mal à adhérer à une vision qui change. C'est beaucoup plus difficile quand l'entreprise est créée. Par contre, pour les nouvelles entreprises qui cherchent des modèles plus innovants, c'est plus difficile parce qu'on a des moyens, on n'a pas de moyens existants comme une entreprise déjà ancrée. On n'a pas force de réseau, on n'a pas encore de force de communication, de force commerciale, de force financière. Du coup, c'est plus difficile dans ce sens-là et c'est aussi plus difficile de convaincre des partenaires, des financeurs quand on a un modèle qui n'existe pas ailleurs. Et du coup, il n'y a pas de possibilité de rassurer sur notre modèle parce que voilà, il n'existe pas et tout est à créer. Ça demande énormément d'énergie et pour embarquer du monde autour de ces projets qui n'existent pas ailleurs. Moi, si je prends l'exemple des structures que j'accompagne, c'est souvent des structures qui ont quand même un engagement assez radical en matière de sobriété. Moi, je ne connais pas trop le cas d'une structure qui est un peu un gros paquebot et dont il faut arriver à laisser un nombre de gens assez conséquent pour faire changer sa trajectoire. Je travaille plutôt avec des personnes qui essayent déjà de travailler comme si on était en 2050. Et c'est d'ailleurs ce qui est difficile parce qu'elles sont en 2050, mais tout le reste de la population est encore en 2026. Et du coup, elles se coupent. Et je trouve là-dessus un bon exemple, c'est quand même la question de l'utilisation des énergies fossiles. Quand dans une activité de production comme c'est la vôtre, l'intérêt des solaires, c'est un bon exemple. On décide de ne plus utiliser d'énergie fossile et qu'on le remplace par du travail humain et de la consommation solaire. Et là, on se rend compte de la valeur du service énergétique rendu et on se rend compte que c'est difficile d'être rentable, que ça a un impact sur les prix, que ça a un impact sur combien on se paye. Et tout ça, en fait, j'ai l'impression, en tout cas moi sur les structures que je connais bien, que j'accompagne, qui sont en train d'essayer de prouver que c'est possible de produire des choses de qualité tout en sortant de notre dépendance aux énergies fossiles notamment. Et en fait, forcément, ils essuient les plâtres parce qu'il y a un aspect un peu R&D d'innovation à la fois sociale et technologique qu'ils sont en train de faire pour montrer que leur modèle économique est viable, alors même que parfois le marché sur lequel ils allaient n'est pas encore suffisamment mature pour recevoir ce type de produit.
Donc je dirais que c'est quand même pas facile d'être dans cette posture-là, parce que je vois et j'ai beaucoup de courage dans ce que tu as pu faire. Et j'ai l'impression que, au moment en tout cas, j'ai hâte que ces personnes-là ne soient plus des marginaux, mais plus des pionniers, même des gens super normaux, parce que forcément ça amène beaucoup de fatigue aussi pour les porteurs de ce projet. Moi, je suis extrêmement en phase avec ce que tu viens de dire. Je trouve que les personnes qui ont envie de changer les choses de l'intérieur et ces pionniers sont profondément complémentaires. Ma conviction personnelle, c'est qu'on a besoin de toutes les énergies et que toute énergie est bonne à prendre. Qu'il faut surtout être à l'écoute de où est-ce que l'énergie que je mets est bonne pour moi et où est-ce que je le sens. Quand j'ai fait ma soutenance en 2019, je l'ai fait en même temps qu'un pionnier. Et en fait, c'était extrêmement complémentaire de se dire qu'en fait, on a deux visions du monde qui sont en fait la vision d'un vrai monde, mais juste à des temporalités différentes. On a besoin les uns des autres. J'aime à croire qu'une grosse entreprise permet la mise à l'échelle de certains prémices des pionniers. Donc on vient s'échanger les uns les autres et si ces pionniers permettent de nouvelles façons de faire qui sont de plus en plus démocratisables, et ils vont aller chercher encore d'autres nouvelles façons de faire qui vont être encore plus démocratisées et on part sur un cercle vertueux qui est vraiment fascinant. Et donc on finira tous en 2050, tous ensemble. Je voulais juste donner un ordre de grandeur qui est la raison pour laquelle moi personnellement je reste sur Decathlon depuis 7 ans. Decathlon, c'est à peu près 9 millions de tonnes de CO2, je le fais à la grosse. Si on réduit de 1%, ça fait, j'ai fait mes calculs, attention, 90 000 tonnes, c'est 10 000 habitants français sur un an. Voilà. Donc 1% de Decathlon, c'est 10 000 habitants français sur un an. Pour moi, c'est une échelle qui me dépasse, c'est ce qui fait que je reste. Par contre, c'est énormément d'énergie, c'est beaucoup plus de personnes associées. Donc il y a ce gros bateau avec cet énorme gouvernail, mais au moins si on a tous une même direction, on a les pionniers qui sont très en avance, grâce à qui, en fait, on part vers quelque chose de beaucoup plus souhaitable. Et donc, on fait partie du système. Moi, je fais partie du système, malheureusement, mais je sais pourquoi je le suis et je sais où est-ce que je veux mettre mon énergie. Merci pour vos réponses. Alors, Élise, tu parlais de sécurité des collaborateurs. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant, justement, ce rôle en tant que chef d'entreprise de rassurer les gens avec qui tu travailles. Parce qu'on sait qu'à l'OTEC, ça peut paraître un peu farfelu comme démarche pour certains. Et ma question maintenant, c'est du coup, une entreprise qui voudrait aller au-delà, il faut qu'elle repense sa structure et son modèle économique. Et finalement, est-ce qu'il faut repenser le but des entreprises pour qu'on arrive à un futur plus durable avec ces entreprises? Alors, ça nécessite effectivement de repenser son organisation, mais pas tant que ça, en vérité, c'est beaucoup de bon sens. Décarboner son outil, c'est du bon sens. Travailler dans une passoire thermique, c'est ridicule, on le sait tous. Faut juste flécher ses investissements et il y a des choix à faire, effectivement. C'est pour ça qu'une entreprise doit être profitable. On en a parlé ce matin, c'était un vrai sujet. Et une entreprise qui ne fait pas de profit, elle ne peut pas se transformer. Moi, je ne fais rien sans argent, clairement. Et typiquement, j'ai profité de mes travaux d'extension en 2023-2024 pour installer du photovoltaïque, pour avoir une forme de souveraineté énergétique. On atteint 40% de souveraineté énergétique grâce à ce champ photovoltaïque. Ça reste néanmoins une énergie intermittente. Ça nécessite effectivement de repenser la façon dont on travaille. Aujourd'hui, on n'y est pas, mais j'ai un de mes associés qui a développé la méthode TELED, Arnaud Créteau. La méthode TELED, elle consiste à se poser la question d'utiliser les énergies intermittentes comme seule et unique source d'énergie, et donc de produire quand cette énergie est disponible, de stocker. Donc pour ça, il faut bien entendu être producteur, transformateur d'une denrée qui se stocke, ce qui est le cas de la conserverie par exemple. Et l'objectif, il est de pouvoir donc produire à un instant T, et qui est assez aléatoire. Ça demande beaucoup de souplesse. Et là, souplesse veut dire qu'on n'offre plus du tout de la sécurité. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui dont je n'ai pas su m'affranchir dans mon entreprise.
Mais on y vient. Cette année, par exemple, ça fait 2 années de suite, en fait, que depuis le Covid, j'ai une saisonnalité dans mon organisation industrielle qui fait qu'avant, j'avais une activité assez fluide, avec des variations pas très importantes d'un mois sur l'autre. Et depuis 2 ans, j'ai des très très fortes variations d'activité. Or, ma masse salariale, elle est la même tous les mois. Mon loyer, c'est le même tous les mois. Et j'ai une réglementation du travail, et je pense que ça n'échappe à personne, qui est extrêmement rigide. Donc aujourd'hui, faire du souple dans un cadre rigide, c'est impossible. Donc on est obligé, par le terrain de la coopération et donc du dialogue social, de commencer à discuter de formes d'annualisation du temps de travail et de dire peut-être qu'il y aura des mois durant lesquels on travaillera plus et des mois durant lesquels on travaillera moins. Historiquement, mon entreprise travaillait beaucoup sur le 2e semestre de l'année, ça n'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, mes mois très forts, c'est avril, mai, juin, juillet. Peut-être que mes collaborateurs devront travailler beaucoup plus et faire des semaines à 45 heures sur ces périodes-là, et peut-être faire des semaines à 30 heures sur les périodes plus creuses. Et peut-être qu'on arrivera tout doucement à pouvoir arriver à discuter de ce sujet, de se dire peut-être qu'on produira un peu plus les jours où il fait beau. Ce qui pour des Normands n'est pas un sujet facile à faire passer, parce que nous, quand le soleil se présente, on a envie d'en profiter, et certainement pas d'être enfermé dans notre usine. Et ça, c'est des sujets, une fois de plus, qui nécessitent un discours de fond, qui nécessite d'y aller très doucement. Je ne peux pas, à mon prochain CSE, dire bon, les gars, maintenant, quand il y a du soleil, on bosse. Non, ça, c'est juste, je pense que là, je me mange la porte. Et donc, ça nécessite beaucoup de dialogue, mais c'est aussi en traversant des crises et des difficultés que nos collaborateurs sont confrontés. Jusqu'ici, la dualisation, qui est un sujet dont j'avais déjà discuté il y a 2 ans, c'était un sujet sur lequel j'avais une fermeture d'esprit complète de la part de mes collaborateurs. Et on a traversé là 2 années en dents de scie au niveau, c'était très cyclique au niveau économique. Nos collaborateurs ont perçu les tensions de trésorerie, ça a généré de l'inquiétude, et cette inquiétude a été vecteur d'une insécurité. Et finalement, je pense qu'il y a une prise de conscience que le monde change et que c'est plus une question de dialogue, c'est une question de nécessité, voire de survie pour l'organisation. Et on est amené à prendre aujourd'hui des décisions qui sont des décisions collectives, quitte à ce que chacun soit en capacité à perdre un petit peu dans sa qualité de vie, dans son organisation personnelle. On a beaucoup promu pendant les 20 premières années de ce nouveau siècle la flexibilité du travail et s'adapter aux salariés. Et là, je crois qu'on arrive à une espèce de point charnière où on va devoir attendre de nos collaborateurs et de nos équipes d'être plus souples pour s'adapter à une organisation qui, elle, doit faire face à des enjeux qui sont beaucoup plus grands que nos besoins individuels en réalité. Et que, ouais, c'est bien de promouvoir la marque employeur en offrant des horaires flexibles, ouais, c'est bien d'avoir un super CE, d'avoir un 13e mois, etc. Mais peut-être qu'à un moment, les enjeux de la transition sont tellement énormes que nos organisations sont en danger, et cette mise en danger, tout doucement, permet de laisser infuser ce besoin de souplesse que nous aurons. Alors, c'est pas pour demain, mais je sens un infléchissement aujourd'hui dans le dialogue social qui me laisse quand même espérer que peut-être on y arrivera. Et moi, je voulais revenir sur ta question aussi sur le besoin. Je trouve qu'il fait très écho à l'utilité de est-ce qu'on doit faire une entreprise à mission. Quand on est un énorme géant comme Decathlon, on peut se poser des questions. Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on met en rayon, qu'est-ce qu'on offre. Aujourd'hui, on est sur une économie de la propriété, très clairement, et sur un business qui génère de la quantité. Voilà, je pense que la question qui se pose, c'est dans quelle mesure est-ce que le service rendu et ou la propriété de cet article a une utilité dans ce monde qui est le nôtre aujourd'hui, mais a une utilité aussi dans le monde de demain. Dans quelle mesure est-ce que ce qu'on produit comme service ou comme matériau, dans quelle mesure est-ce que ça a vraiment sa place dans un monde bas de carbone, dans un monde à 2050 ? Dans quelle mesure est-ce que, moins pire n'étant pas suffisant, comment est-ce que je fais vraiment mieux pour de vrai ? Comment est-ce que je repense ? Et ça pose des questions fondamentales dans une entreprise comme Decathlon, de choix forts, d'offres,
de qu'est-ce qu'on met dans les étagères. Et parfois, il faut être très honnête et pragmatique avec ce qui se passe aujourd'hui. Ces choix sont difficiles, aussi avec des tensions de marché, des tensions de prix, des tensions de disponibilité des matières, de disponibilité des ressources. Il nous arrive parfois d'entendre qu'on repasse sur du polyester à la place du coton. Pourquoi? Parce que des problématiques prix. Et en fait, ce qui est extrêmement enrichissant du fait d'être dans un énorme bouillon, c'est qu'on a justement accès à toute cette vue de la société à une échelle de l'entreprise, mais qui nous permet vraiment de comprendre quelles sont les ficelles qui aujourd'hui gouvernent cette entreprise et comment est-ce que moi, à ma juste place et à ma juste énergie, je vais pouvoir aller chercher cette ficelle et dire alors bon, peut-être que les inclinateurs de parasol, il y a des inclinateurs de parasol chez Decathlon, peut-être que les inclinateurs de parasol n'ont pas leur place sur les étagères. Et ça donne lieu à des projets qui sont incroyablement chouettes, comme revoir l'utilité des produits. Et donc ils ont pris plein de produits comme ça chez Decathlon, questionnant l'utilité, questionnant est-ce que vraiment ça doit rester? Est-ce que vraiment on a envie de voir ça? Est-ce que c'est le monde dans lequel on veut vivre? Donc c'est pas vraiment une entreprise à mission, mais c'est un questionnement constant avec des équipes qui, par la sécurité d'une grosse entreprise finalement, ont la possibilité de se poser toutes ces questions. Et c'est extrêmement enrichissant d'avoir la possibilité de se poser toutes ces questions d'utilité et on repense aussi au final par l'effet un peu de bord nos propres consommations. Moi, ce que je trouve très perturbant dans le modèle aujourd'hui économique, c'est que finalement, c'est les entreprises les moins vertueuses qui s'en sortent le mieux, parce que c'est ce qui leur permet d'avoir toujours ces petits gains de croissance, de jouer le jeu de la course au petit point de PIB, et que finalement, en fait, on leur demande jamais d'être responsables des externalités négatives que cause leur activité. Et en fait, c'est au reste de la société d'assumer ces conséquences négatives de choix qu'ils font, eux, pour leur croissance. Qu'en fait, l'impact environnemental et l'impact social du fait qu'aujourd'hui, une entreprise comme Decathlon arrive à continuer d'exister, de vendre des collections de machins, c'est pas à Decathlon d'assumer les conséquences parce que c'est pas la société dans laquelle on vit. Et juste, voilà, moi j'ai hâte de cette utopie où en fait on aura une économie qui est au service plutôt du fonctionnement de notre société pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins. Enfin, peut-être collectivement, comment est-ce qu'on fait pour répondre à tous nos besoins pour se loger, se nourrir, s'éduquer, se divertir, sans que ça se fasse au détriment d'autres populations. Et ça, j'ai l'impression que ça demande d'arriver à quitter cet espace de course à la croissance, où c'est le seul indicateur qui vaille, alors même que voilà, on sait que c'est un indicateur qui a plein de défauts, pour se dire est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle économie à créer. Donc moi, je pense vraiment j'espère que dans l'histoire, les gens dans le futur regarderont les entreprises d'aujourd'hui comme nous, on regardait des personnes qui fonctionnaient avec l'esclavage en se disant mais c'était tellement fou qu'on puisse construire et bâtir une économie sur ce fonctionnement-là, sur celui de l'exploitation. Voilà, ça c'est... Je trouve ça juste réjouissant. Moi, sur cette question, ça me fait penser à deux choses. Déjà, le modèle économique, à proprement parler d'entreprise, mais aussi le modèle de gouvernance. Chez Fourmi, nous, on a fait le choix dès le départ de choisir un statut SAS de l'économie sociale et solidaire. C'est inscrit dans nos statuts. Et on a aussi un agrément ESUS qui garantit que l'entreprise poursuit un objectif économique, mais aussi et à même hauteur des objectifs sociaux et environnementaux. Ça, c'était très important pour nous de l'inscrire dès le départ dans l'ADN de l'entreprise. Aujourd'hui, on n'est que deux. Notre objectif à terme serait peut-être d'avoir 3, 4 ou 5 salariés maximum. À cette échelle-là, on envisage de changer de statut parce qu'on croit beaucoup dans le modèle coopératif. Ce qui est intéressant dans ces modèles-là, c'est la place du salarié dans les décisions d'entreprise. Pour donner 2 exemples, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est notamment que le salarié puisse prendre des parts dans l'entreprise, donc investir de l'argent dans l'entreprise,
et ce qui lui donne aussi un pouvoir de décision dans les orientations stratégiques, dans l'évolution de son poste notamment. Et alors, c'est pas le cas dans toutes les coopératives, mais il y a aussi une notion que nous, on aime bien, c'est une voix, une personne, une voix, c'est-à-dire que peu importe si on met deux parts sociales ou 200 € ou 10 000 €, on a le même pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise. Et ça, c'est complètement innovant par rapport au modèle de travail actuel. Et sur le modèle économique, du coup, nous, on a fait le choix de baser notre modèle économique sur un périmètre géographique restreint. Notre ambition, c'est de produire, de nous approvisionner, produire et vendre sur un périmètre de 40 km. C'est plus petit qu'un département, pour faire un peu l'idée du périmètre. Et du coup, ça suppose des choix de modèles économiques différents, et notamment un modèle économique qui est diversifié dans ses activités. Puisque l'idée, c'est de répondre aux besoins de ce territoire-là. Une fois que le besoin du territoire est satisfait, on arrête de grossir et point. Il n'y a pas d'objectif d'élargir ce périmètre-là. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a plusieurs activités. Aujourd'hui, on a 3 activités. Et on envisage aussi d'en avoir une 4e plus tard. Et dans chaque activité, on a aussi une sous-activité qui peut nous permettre de répondre, de toucher des profils de clients différents. Et ce qui, du coup, nous permet de rester sur un périmètre géographique assez restreint. Merci beaucoup. Ça fait une super transition avec les questions que je vais vous poser maintenant. Manon, toi, tu nous parlais du partage du savoir quand je t'ai présenté tout à l'heure, qui est de tes activités aussi avec la conserverie en tant que telle. Ma question, c'est est-ce qu'une entreprise engagée aujourd'hui a un devoir de partager la connaissance auprès de ses collaborateurs, mais aussi auprès de ses clients, du public extérieur, et de quelle manière aussi peut-elle être amenée à le faire? Et comme je le disais pendant l'introduction, la transmission, ça fait vraiment partie de l'ADN de Fourmi. Comme on poursuit l'objectif de renforcer la résilience alimentaire locale, ça passe par tous, ça passe par les professionnels, mais aussi par les particuliers. Et du coup, nous, on partage, on a fait le choix de partager notre savoir-faire auprès des particuliers. Et à terme, d'ici 2-3 ans, on envisage aussi de développer la formation professionnelle auprès des porteurs de projets. Quand on aura prouvé que notre modèle économique fonctionne et viable sur le long terme, on envisage aussi de pouvoir le partager et mettre à disposition des porteurs de projets de conserverie. L'idée étant que si quelqu'un veut se lancer dans la conserverie solaire, il n'est pas à passer par toutes les difficultés qu'on a rencontrées aujourd'hui, qu'on puisse capitaliser sur notre expérience et faire gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le luxe de se protéger à tout prix, corps et âme de la concurrence, mais il y a vraiment urgence d'agir et de diffuser massivement des modèles qui sont plus soutenables au point de vue. Moi, ce que je peux partager autour de structures que j'ai pu accompagner, c'est que c'est vrai qu'il y a un peu un changement de culture. On sent qu'on passe d'une logique de compétition à une logique plus de coopération, en acceptant que l'entreprise va peut-être moins charger à grossir toujours plus, mais plus à en fait arriver à un certain stade qui va quand même être viable et rentable, et que ça devient en fait la taille idéale à laquelle elle fonctionne, et qu'elle n'a pas besoin d'être toujours en train de chercher à les grignoter des parts de marché, ce qui est chez ses concurrents qui vont continuer. Et je pense qu'il y a aussi il y a clairement un enjeu sur la quantité de gens qu'on est prêt à accumuler. Et c'est sûr que de passer d'un modèle de compétition à la coopération, ça re-questionne peut-être aussi des sujets sur notre vision commune de la réussite, qui est une vision très matérielle, d'un modèle plus matérialiste. Donc j'ai l'impression que ça nous invite aussi à questionner nos imaginaires de la réussite et
tout ça dans le vin économique dans lequel on baigne, qui est celui du capitalisme et qui aujourd'hui plus axé sur la conversion. Donc oui, enfin, moi je vois atteindre cette culture en tout cas d'essayer de plus coopérer, d'être dans une action sculpturité. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est son actif immatériel. Et l'actif immatériel d'une entreprise, ce sont ses connaissances. Ce qui ferait la fragilité de mon entreprise, ce serait de perdre son savoir. Son savoir, il tourne autour de l'artisanat, de la transformation du métal, parce que même si mon entreprise est industrielle, qu'elle a un process, le cœur de mon entreprise, c'est bien la transformation du métal. C'est demander à un chaudronnier de tracer un tronc de cône et de le solder. Et ces savoir-faire-là, ce sont des expertises métiers, et c'est ce qui fait aujourd'hui le facteur différenciant. Une découpe laser fabriquée en Chine, tout le monde peut l'acheter, une presse plieuse aussi. En revanche, en faire bon usage pour arriver à réaliser avec une tôle plate les formes les plus complexes, ça c'est une expertise. Et ce savoir aujourd'hui, il se transmet de moins en moins, pour des tas de raisons, parce que déjà on a beaucoup dénigré l'industrie dans notre pays. On va considérer qu'un élève en situation de réussite scolaire, c'était une forme d'échec que de l'envoyer vers une carrière de métier manuel. Et ce qui est un tort, parce que clairement, pour être un bon chaudronnier, il faut être très très bon en mathématiques et en géométrie. Et on a aussi simplement véhiculé une mauvaise image de ces métiers-là. Or, ce sont des métiers qui résistent, et ce sont en plus aujourd'hui, plus que jamais, des métiers qui ne sont pas menacés par l'IA. Donc moi, je ne suis pas inquiète pour mes chaudronniers. Je suis un peu plus inquiète pour mon assistante RH. Je suis hyper inquiète pour ma comptable, mais je ne suis pas inquiète pour mes chaudronniers. Ils auront du boulot dans 10 ans encore. Et ça, c'est l'actif immatériel de l'entreprise. Et il faut le préserver, il faut le transmettre. Et on a ouvert, il y a 2 ans, un tiers-lieu qui s'appelle le Chaudron. Alors, le chaudronnier, on ne fabrique pas des chaudrons, en vérité. Mais bon, on l'assume jusqu'au bout, ce nom de métier pas terrible, mais néanmoins que les gens comprennent plutôt bien. Et on a créé le Chaudron, qui est un espace qui est entre la salle de techno et l'atelier de production, où on y reçoit des personnes de tous les âges, des jeunes et des beaucoup moins jeunes, et on y fait des ateliers immersifs et des ateliers de découverte. Alors on reçoit aussi bien des classes de collégiens ou de lycéens que des enfants dont les parents inscrivent leurs enfants durant nos ateliers pendant les vacances scolaires. On fait des stages, accueillons vraiment les stagiaires, on fait des stages sur mesure pour les reconversions professionnelles. Et donc ce chaudron, il a 2 statuts. Il a un statut associatif et il a un statut d'entreprise. Il a un statut d'entreprise quand on fait de la formation professionnelle classique, quand on accompagne un adulte en reconversion pro avec France Travail. Là, on est sur du parcours classique de formation. Et là, j'ai un modèle économique avec un chiffre d'affaires et des charges qui sont converties. Et puis on a un statut associatif pour tous les ateliers immersifs, où là il n'y a pas de notion de rentabilité, et on n'est pas là pour équilibrer, donc on se fait aider par la commune, on se fait aider par l'agglo, on demande de la subvention publique pour pouvoir faire fonctionner un lieu qui en plus est situé en zone rurale, donc ce qui permet aussi de créer de l'accessibilité aux métiers industriels, même aux jeunes qui sont en situation rurale, et on ouvre notre entreprise vers des métiers qui sont méconnus. Quand on est jeune, on sait ce que c'est qu'être infirmier ou médecin, mais on ne sait pas ce que c'est que d'être chaudronnier. Et donc là, en ouvrant nos portes, on rend accessibles nos métiers, on les rend visibles, et on voit bien qu'on suscite également beaucoup d'intérêt. Alors évidemment, on fait ça de façon ludique, et pour rejoindre ce qui a été dit ce matin, nos ateliers sont faits autour du faire. Alors faire par FAIRE, F-A-I-R-E, faire le faire. Nos jeunes viennent le matin, ils vont faire du traçage, ils vont faire de la modélisation sur un logiciel de CAO, ils vont découper, ils vont plier, ils vont brosser, ils vont marquer, ils vont contrôler, ils vont faire un petit tour aussi au service commercial pour comprendre un peu comment fonctionne un parcours de vente et repartent en fin de journée avec quelque chose qu'ils ont produit. Et l'objectif étant de leur faire mettre les mains dans le cambouis, comme disait Charlotte, qui est une formule que j'utilise aussi assez souvent. Et c'est ça, en fait, être ancré dans son territoire.
Et ça, c'est une mission sociale. Et donc, pour répondre à ta question, oui, je crois que les entreprises ont une mission sociale et ça devrait être inscrit dans nos statuts que de transmettre le savoir, c'est de notre responsabilité. Il ne faut pas se mentir, j'entends encore beaucoup de dirigeants aujourd'hui dire « c'est pas mon job et je ne suis pas payé pour ça ». Bah si, en fait, on est payé pour ça. Parce qu'on a tous appris. Les adultes que nous sommes aujourd'hui, construits et instruits, sont dotés de connaissances qui nous ont été transmises par quelqu'un à un moment ou à un autre. Et cette connaissance, on nous l'a offerte. Elle était gratuite. Et je crois qu'il arrive un moment de notre vie où il est de notre responsabilité citoyenne que de transmettre. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit inculquer dans nos entreprises, parce que j'ai beaucoup de mal à avoir des tuteurs pour encadrer. Et parce qu'encadrer les jeunes, il faut être clair, c'est pénible. On a déjà du mal avec nos propres enfants, alors avec les enfants des autres, c'est encore plus difficile. Et moi, il m'arrive de le faire, et clairement, quand j'ai un gamin qui a une vraie tête à claque et qui est scotché sur son téléphone toute la journée, j'ai l'impression de perdre mon temps. Ce que je ne sais pas, c'est que j'ai planté une petite graine à un moment ou à un autre dans la journée, et puis qu'il y en a où on ne plantera rien du tout. Et d'autres, ça l'a particulièrement germé, donc il faut aussi un peu se concentrer sur ce qui fonctionne. Et quand ça germe, ça permet de faire des belles carrières. Et quand je baisse un peu les bras et je perds espoir, je regarde mes collaborateurs qui sont chez moi depuis 20 ans et que j'ai accompagnés. Et finalement, elle est là, la réussite de mon entreprise, elle n'est pas dans la croissance de son chiffre d'affaires. Elle est de me dire que j'ai un jeune qui est arrivé dans mon entreprise à l'âge de 16 ans pour être chaudronnier, il est devenu tourneur-fraiseur, il a fait du montage et aujourd'hui il est responsable de production. Et quand il parle de l'entreprise, il en parle avec une telle fierté que je sais là où on l'a emmené, je sais d'où il vient. Et finalement, elle est là, la notion de réussite. Et je rejoins complètement ce que tu disais tout à l'heure, où c'est pas la croissance, la réussite d'une entreprise, et c'est ce qu'elle a transmis, et c'est l'impact qu'elle a sur son territoire. Et ça, effectivement, il n'y a pas de KPI pour pouvoir le mesurer. Encore. Je suis tout à fait en phase et ça m'évoque ce qui peut se passer en entreprise aussi sur les sujets environnementaux. En 2019, quand moi j'ai été diplômée, les sujets environnementaux au sein de Centrale Manf étaient un peu présents. Ils le sont beaucoup plus et je suis ravie d'avoir pu échanger sur toutes les évolutions qui ont eu lieu et un peu fière de voir tout ce qui a été accompli. Et en fait, j'ai l'impression que dans une entreprise, c'est un peu la même chose. Il faut sensibiliser pour qu'ensuite ça sensibilise. On revient un peu sur cette boucle de rétroaction hyper vertueuse. Et on a la chance, peut-être chance, je ne sais pas si c'est le bon mot, dans une grande entreprise d'atteindre des personnes qu'on n'aurait peut-être pas dans cette salle, par exemple. Donc moi je pense à des dirigeants qu'on va sensibiliser sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux de la non-adaptation ou la maladaptation dans nos usines de production par exemple. Et en fait cette sensibilisation plante des graines chez des parfois moins jeunes qui sur les sujets environnementaux peuvent être un peu moins formés parce que les problématiques et les formations n'existaient pas. Et je trouve que c'est aussi une grande force d'un gros groupe, c'est que d'avoir des corps de métier tellement multiples et des expertises tellement multiples qu'en fait on est en capacité de se former et de s'informer sur énormément de choses en fonction de nos appétences. Je m'étais aussi noté que ce qui est hyper important, que ce soit petit, de grande entreprise, publique, privée, peu importe, ce qui est important c'est de montrer que c'est possible. Et c'est, je pense, par le partage d'expériences qu'on enrichit la connaissance. Et donc c'est un peu en fait ce qu'on est en train de faire là. Carrément, je suis tout à fait d'accord, on partage des connaissances ici. Il est 16h10, ce n'est pas fini puisque maintenant on a un petit temps de questions du public. Donc le micro va passer dans la salle et vous pourrez vous poser vos questions. Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé beaucoup de robustesse au sens de ce que dit Olivier Amand. Comment, dans vos entreprises, vous allez pouvoir passer les caps difficiles. Je pense en particulier aux problématiques de matériaux. On va parler des limites planétaires non rares, mais aussi des limites des matériaux. On dit par exemple qu'il
40 ans pour le cuivre. Est-ce que, quand vous allez faire, je pense à Decathlon, voilà, vous avez pas mal de choses en Chine, etc. Donc quand on crée, quand il y a du pétrole ou d'autres problèmes de matériaux, et puis pour votre partie, tout ce qui est le fer, etc. Le fer, c'est pas trop compliqué, mais il y a peut-être des matériaux que vous ne pouvez pas récupérer en local. Alors aujourd'hui, clairement, la part de recyclage des métaux, donc de réemploi et de recyclage des métaux est encore assez faible. Et quand j'ai fait mon dernier bilan carbone, j'ai interrogé mes fournisseurs pour avoir justement des indicateurs. J'ai clairement eu des réponses qui étaient au doigt mouillé, donc pas très sérieux. C'est encore difficile d'avoir les informations, la part progresse pas mal. Je perçois pas de tension encore aujourd'hui. Il y en aura un moment, c'est certain. Et je crois beaucoup en la capacité que l'humain il a à être très créatif quand il s'agit de faire face à une pénurie. On l'a vu et on le fera. Et si on doit dépouiller des outillages qui ne sont plus utilisés pour en faire des nouveaux, nos ingénieurs seront encore plus créatifs qu'ils ne le sont aujourd'hui, puisque là ce ne sera plus un sujet d'éco-conception, mais il y aura en amont du dépouillement et de la recréation à partir d'un existant, ce qui peut être très stimulant intellectuellement. Et je pense qu'il est là, ce sera une nouvelle façon de créer, mais avec de l'existant. Mais clairement, on aura beaucoup moins d'intrants neufs et beaucoup plus de réemploi, ça c'est une certitude. Et c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui, c'est une tendance qu'on voit émerger. Alors en réalité, pas parce qu'on produit moins de métaux, mais parce que les tensions géopolitiques ont organisé des pénuries. Alors, par chance, on a assez peu, dans le monde, assez peu de métaux qui viennent de Chine. Enfin, en réalité, d'ailleurs, les métaux ne viennent pas de Chine, mais viennent d'Europe de l'Est. Bon, malgré la guerre en Ukraine, j'ai pas de difficulté aujourd'hui à m'approvisionner. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs, parce que l'INSEE continue toujours de nous interroger sur les tensions d'approvisionnement, et ça fait 2 ans, je leur dis arrêtez de nous poser la question, c'est plus un sujet là. Et on a d'autres problèmes, ce sont ceux de la trésorerie, mais pas de tension de métaux, pas encore. Mais néanmoins, vous avez raison de poser la question parce que ça arrivera. Mais aujourd'hui, la filière n'est pas organisée et ce serait suicidaire que de concentrer mon modèle économique uniquement que sur du réemploi, parce que clairement, je ne serais pas compétitive. Aujourd'hui, quand on vend un outillage en moyenne 15 000 €, c'est le prix moyen d'un outillage industriel, je serais au double. Si je devais partir d'un existant, le dépouiller, le transformer, pour me conformer au cahier des charges industrielles de mon client. Du coup, pour essayer de répondre plutôt sur la partie pour Decathlon, il y a plusieurs choses. La première, pour moi, il y a plusieurs horizons de temps. Le premier horizon de temps qu'on a un peu subi en 2020 et qu'on va continuer à subir, c'est les pénuries plutôt d'approvisionnement. Pour ça, la solution, et je mets un peu des guillemets parce qu'elle a ses limites, c'est le multi-appro. L'intérêt d'être suffisamment gros, c'est qu'on peut faire des duplications et donc faire des duplications de tout ce qui est fait en Chine, par exemple. On le fait pareil, tout pareil en Europe. Plus de duplications. J'étais au vélo avant chez Decat, avant d'arriver au développement durable. Et en fait, il y a de plus en plus de duplications dans des usines, de duplications de conception des cadres de vélos qui sont souvent faits en Chine. Et je vais éviter de dire une bêtise, je ne sais plus si c'est Vietnam ou Taïwan, je vais me tromper, en Italie par exemple. Ça, c'est la solution un peu au court terme, on va dire. Si on veut vraiment parler de robustesse, long terme, je vous parlais tout à l'heure, comment est-ce que Decathlon existe encore dans 50 ans? Quand je vous dis que c'est une très bonne question, c'est une très bonne question. J'ai vraiment la sensation que là, on est vraiment sur du temps très très long, parce que très très grosse boîte. Donc il faut vraiment engager et venir travailler un imaginaire nouveau, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de... c'est même plus consommer, du coup, une nouvelle façon de faire du sport, parce que du coup, c'est la raison d'être de Decathlon, c'est de rendre le sport accessible. Comment est-ce qu'on rend le sport accessible? Pas forcément en vendant des chaussettes, en fait. Et donc là, on vient questionner quelque chose de beaucoup plus profond auprès de personnes qui ça peut coincer un petit peu, très honnêtement. Et donc ça fait aussi partie de ma fascination personnelle pour comment est-ce qu'on vient engager de nouvelles personnes qui n'avaient pas imaginé qu'en fait ces mondes-là étaient enviables et étaient souhaitables. Et pour info, il y a
une entité chez Decathlon qui s'appelle Perspective, qui fait de la prospection. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je vais peut-être me tromper de mot encore une fois. Prospective. Alors prospective. Et du coup, cette équipe, en fait, ils ont eu par exemple en 2024, je crois, un gros projet sur 2042 plus de pétrole. C'est quoi Decathlon? Et donc, ce ne sont que des scénarios, parce qu'on n'est pas à devin, mais par contre, il y a plein d'initiatives comme ça de comment on fait. L'année dernière, avec des élèves de Centrale, on a fait un magazine 2050, c'est quoi le Decathlon en 2050? Un magazine Decathlon en 2050, basé sur les scénarios du FIEC. Et en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui viennent planter des graines. Ça va prendre un temps non défini, mais on sait qu'il en a besoin, et c'est des questions qui arrivent de plus en plus, parce que les risques climatiques et environnementaux sont les risques principaux dans les 10 prochaines années. Bonjour. Merci pour vos témoignages. Je reviens sur ce que vous disiez au tout début, les freins à la transformation pour les entreprises existantes et freins au développement pour les pure players, les qui démarrent. Ma question était, est-ce que les gros acteurs, s'ils ont une conviction suffisamment forte sur le fait que le passage, l'intégration des low-tech est un point important, ne pourrait-il pas jouer un rôle pour aider les petits acteurs émergents de la manière suivante, c'est de convaincre en fait les ressources qui sont nécessaires aux petits pour croître. Typiquement les freins, ils sont, vous nous en direz davantage, mais sûrement au niveau financier, assurance, normative. Est-ce que les gros acteurs, avec la légitimité qu'ils ont, l'appui et le réseau qu'ils ont, ne pourraient-ils pas jouer ce rôle-là pour faire en sorte que le terrain de progression pour les plus petits acteurs, qui sont l'émergent, soit facile? Alors effectivement, la norme, elle est imposée par les plus gros, mais la norme, elle est imposée par les plus gros parce que le consommateur réclame la norme. Donc en fait, c'est nous qui sommes responsables de ce système normatif. C'est nous consommateurs, c'est pas l'industriel, c'est le client de l'industriel, et au bout du bout, c'est nous. Et je crois qu'on est victime d'un système dans lequel on exige toujours plus de qualité, toujours plus de sécurité, et on n'arrive plus à accepter le risque. Il n'a plus le droit d'exister, le risque. On est scandalisé quand il arrive quelque chose d'accidentel. Et ce risque accidentel, on va toujours trouver un responsable, et c'est toujours celui qui a le produit. Et puis, il y a toute la supply chain qui est étudiée, qui est décortiquée. Et dans un système très normé qui est l'industrie, où nous avons tous des systèmes de management de la qualité qui nous permettent d'identifier, grâce à l'arbre des causes, où est l'origine du problème. On dépense une énergie considérable, et au bout du bout, la conclusion, c'est mettons une norme de plus. Donc en fait, il est là le problème. Tant qu'on aura des gens pour porter plainte parce qu'ils se brûlent la langue avec un café, on sera dans un système extrêmement normé, et malheureusement, c'est pas l'industriel du haut qui est responsable, c'est celui qui est encore au-dessus, et c'est le petit citoyen. Alors je prends. Si la question c'est est-ce que la responsabilité d'une grosse entreprise, c'est aussi d'aider et de venir faire un espèce de tremplin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ce que je voulais dire tout à l'heure par l'idée du cercle vertueux, on a des pionniers qui font des choses extraordinaires. En fait, les grosses entreprises ont déjà, je trouve, tendance à s'inspirer, voire même à s'associer à ces personnes-là pour venir dire ok, on parlait tout à l'heure des vélos en bambou avec certains des personnes présentes dans la salle, et en fait on se disait qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et en fait il y a des pionniers qui font des vélos en bambou, et en fait dans ce vélo-là il y a plein de choses qui sont déjà extrêmement utiles et extrêmement intéressantes à mettre dans une grosse entreprise. Si cette grosse entreprise elle démocratise, on va dire, la solution de, je vais utiliser des termes pas du tout techniques, de jointure des tubes, et potentiellement ça va améliorer le vélo en bambou lui-même, et on va partir sur un cercle vertueux.
Maintenant, je suis convaincue également que la responsabilité de l'entreprise est aussi de proposer des choses qui soient utiles. Pour le coup, je pense que les entreprises ont leur responsabilité dans ce qu'elles proposent et elles ont leur responsabilité dans ce qu'elles veulent promouvoir, notamment auprès des réglementations publiques. Un acteur comme Decathlon est entendu par le ministère de l'Industrie. Donc c'est la responsabilité de Decathlon de venir influencer, par exemple, des normes sur les vélos électriques. C'était mon sujet. En fait, pourquoi est-ce que la limitation des vélos électriques, c'est 25 km/h? Est-ce que Decathlon influence dans un sens ou dans l'autre? Et en fait, c'est la responsabilité de l'entreprise, qu'on espère dans le bon sens, de venir écouter l'écosystème des aussi un peu plus petits, parce qu'en fait, on est tous nécessaires les uns aux autres et l'écosystème global. Je ne sais pas si ça répond beaucoup. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est hyper intéressant, et puis pour compléter le propos, au-delà du normatif, la responsabilité des gros industriels, elle est aussi d'accompagner, alors outre l'influence, et financièrement. Et aujourd'hui, on a un écosystème financier qui est en train de se bâtir. Alors on appelle ça des fonds de revitalisation, ils peuvent avoir plein de noms, qui permettent d'accompagner les plus petites entreprises qui recrutent et qui sont innovantes. Et je pense que c'est un levier, c'est pas le seul, mais c'est un levier de responsabilité des grandes entreprises. Et là, elles peuvent nous accompagner. Et puis, je les trouve aussi beaucoup plus réceptives aux innovations de territoire en matière de low-tech. J'ai un exemple à vous donner pour illustrer mon propos. On travaille sur un pyrolyseur pour faire du biochar domestique, sur lequel on est en train de travailler avec un bureau d'ingénierie ID Concept. Et son plus gros client ID Concept, c'est Stellantis. L'automobile souffre, et la première victime et la première responsable de la désindustrialisation du pays, et aujourd'hui on est la première victime. On a un retour de bâton sévère. Le sujet de la mobilité est un énorme sujet, on y repense. D'ailleurs, l'ADEME travaille beaucoup sur la mobilité intermédiaire. Mon entreprise elle-même, elle est lauréate de l'extrême défi à ce sujet. On planche sur beaucoup de sujets. Et Stellantis me dit, on s'intéresse à votre projet de biochar. C'est pas du tout un projet de mobilité. Et pour autant, en fait, leur cellule innovation est en train d'étudier toutes les innovations qui sont faites et viennent au colloque Low-Tech. Et on a les directeurs R&D de ces grandes entreprises qui viennent s'imprégner aujourd'hui de ces sujets-là, parce qu'ils y voient un levier de crédit carbone et de décarbonation de leurs organisations, parce qu'eux aussi atteignent leurs limites en matière de décarbonation, et que leur seul moyen, c'est d'investir dans des projets qui ne seront pas des projets directement opérés par eux, mais qui seront l'opportunité pour eux d'acheter du crédit carbone. Alors ça peut paraître un peu dément, mais c'est un levier de financement. J'avais une question quand vous parliez tout à l'heure sur la question de la transmission. Vous avez dit que c'était compliqué d'impliquer les tuteurs, évidemment, vous donnez du mal à en trouver. Est-ce que vous auriez une idée de comment on implique les collaborateurs en entreprise pour s'investir dans la transmission du savoir, et comment on renforce le lien justement entre un jeune qui est sensibilisé au low-tech de par sa formation par exemple, et un collaborateur entreprise pour que la transmission se fasse de manière robuste et dans les deux sens? Comment on renforce ce lien et comment on les implique davantage? Je crois que c'est un travail très humain. Ça tient à un très bon accueil du stagiaire. Nous, c'est des trucs super pragmatiques, mais par exemple, quand nos stagiaires, on enferme leur téléphone dans un coffre-fort le matin quand ils arrivent, et ils viennent le rechercher le soir. C'est tout bête, mais ça permet de socialement les connecter à leur tuteur et à l'environnement dans lequel ils sont. C'est la première chose. Et puis, on a un petit livret d'accueil relié avec eux pour leur rappeler quelles sont les valeurs de l'entreprise et le don qui leur est accordé ce jour-là en matière de temps et de connaissances, pour que déjà on ait un tutoré qui soit en capacité à mesurer, alors avec le niveau de maturité d'un jeune de 15 ans bien entendu, mais mesurer la chance qu'il a de pouvoir recevoir cette connaissance, et puis de l'encourager aussi à témoigner sa reconnaissance, de remercier. Et effectivement, et après, nous, là c'est mon service com qui le fait beaucoup,
de mettre en lumière ces parcours de tuteurs et de les valoriser aussi au sein de l'entreprise et de démontrer que des belles histoires se créent. Et quand derrière on a un jeune qui vient en stage et qui finit par demander un contrat d'apprentissage, qu'il obtient son diplôme, typiquement inviter le salarié à aller à la remise de diplôme, c'est plein de petites choses comme ça qui sont finalement qui peuvent paraître assez anecdotiques, mais qui sont simplement le témoignage de la reconnaissance de l'engagement, parce que c'est de l'engagement, la transmission. Et même si nous on considère que c'est un devoir citoyen, c'est pas quelque chose qui est spontané. Parce que les salariés le voient des fois comme une forme de bénévolat, alors que leur temps de travail est payé, mais ils le voient comme une contrainte. Et si on arrive à y mettre de l'humanité et à le mettre en avant, ça peut être un vecteur d'encouragement pour les autres. Mais sur 35 collaborateurs, j'ai 5 tuteurs. Donc c'est quand même quelque chose qui est encore difficile. Et une fois de plus, je crois beaucoup en la patience et en l'exemplarité des uns pour donner envie aux autres. Très bien. Eh bien, la conférence, la table ronde touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été attentifs. Je vous invite maintenant à sortir parce que juste devant l'amphi, il y a une douche low-tech qu'on a créée et conçue et réalisée avec mes camarades de l'option. Et donc, pour la première fois, on l'a déjà testé avant, mais devant vos yeux ébahis, elle va fonctionner normalement, j'espère. Donc voilà, je vous invite à